Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuelle vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui dans quelques secondes sera l'environnement et maintenant concrètement. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. 1. Urbanisme. Une flopée de décisions très intéressantes ont été rendues sur l'office du juge de l'exécution à la suite de l'annulation d'une préemption. Un autre arrêt a été rendu le même jour sur la compatibilité urbanisme et règles littorales. Cette compatibilité s'apprécie aussi en prenant en compte les dispositions du SCOT. Autre arrêt, toujours le même jour, une aire de grand passage en gens du voyage, c'est fait pour passer. Donc du coup, leur aménagement n'entre pas dans le champ des permis d'aménager ou de déclaration de préalable. Contentieux toujours, mais délai cette fois-ci. Le référé expertise n'interrompt pas les délais de recours. 2. Extension de la jurisprudence Xabage, sur le délai indicatif d'1 an pour faire des recours quand il y a une erreur dans les notifications de vrais délais de recours, à la notion de décision d'espèce. Délai toujours, l'émission d'un titre de recette par un comptable public, même sans décision de l'ordonnateur, interrompt bien la quadriennale. Ouf. 3. Après toute une série de décisions sur la notion de ligne directrice, une nouvelle décision a été rendue dans ce domaine. De quoi parlons-nous? C'est tout ce qu'on appelle un peu le droit souple, qui ne cesse d'être plus étroitement pris en compte par le juge administratif. À l'origine, c'était les décisions des actes d'autorité administrative indépendante. Aujourd'hui, donc, le juge administratif exerce un contrôle plus large sur les lignes directrices de l'administration, même non impératives, même des guides par exemple. Et la nouveauté, c'est que ces lignes directrices peuvent même être émises par une administration, alors même qu'elle aurait, dans le domaine considéré, un pouvoir réglementaire. Contentieux toujours, mais c'est plus sportif. De la salle d'audience aux salles de gym, 3 décisions de tribunaux administratifs imposent la réouverture de salles de sport, ou au moins, en tout cas, que le préfet ou le maire fasse le tri selon les dangerosités des différentes pratiques. Fonction publique. 1. Ces dernières semaines, tout le monde a parlé de cette décision en raison de la personne de la partie requérante d'une part et de la défendresse d'autre part. Le Théâtre Paris, a confirmé que quand on recrute un DGS, il faut avoir un peu de patience car il y a des règles de publicité, de délai raisonnable à respecter. La DGCL de son côté a elle aussi distribué un guide de FAQ, comme l'avait fait la DGFP récemment sur les questions de Covid. Une prime grand âge a été institué, décret du 29 septembre, pour certains personnels de la FPT. Le débat continue sur les questions de jours de carence. Et puis la Cour des comptes a publié un rapport sur les agents contractuels dans la fonction publique. Rapport très commenté ces dernières semaines. ICPE, pollution atmosphérique, à la suite de Lubrizol. L'État a tiré un certain nombre de conséquences et adopté tous les actes que voici au journal officiel. Mais la Cour des comptes, dans un rapport, invite à un changement, pas vraiment un changement plus radical, mais à des propositions plus ambitieuses et des réformes plus ambitieuses en matière notamment de pollution atmosphérique, domaine, il faut s'en souvenir, pour lequel la France était condamnée au niveau européen et le Conseil d'État a censuré l'État l'été dernier. 7. Est-ce que le Grand Paris va s'étendre jusqu'au Havre? Tout le monde bruise de cette rumeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la maire de Paris et l'ancien Premier ministre maire du Havre, dans un débat, ont évoqué ces extensions. La maire de Paris plus sous un angle institutionnel, l'ancien Premier ministre plus sur des questions de fret et de transport. Du coup, le débat est relancé sur le point de savoir s'il y aurait demain une institutionnalisation du Grand Paris jusqu'à la Normandie. Qu'on réforme déjà la métropole du Grand Paris, dont l'architecture attend sa réforme depuis 2017. Ceci dit, les réformes prennent parfois du temps. Prenez le projet de loi 3D par exemple. Ça fait 2 fois qu'il est reporté, on vient d'apprendre qu'il est encore reporté. On serait sur un texte au premier semestre 2021, même si d'ici là, on aura le voile qui va se lever un peu sur ce texte dans quelques semaines. Et puis évidemment, la partie expérimentation qui donne lieu à un projet de loi organique qui là va être examiné avant. Toute une série de textes en matière de handicap. Une circulaire sur l'accessibilité numérique, un cahier des charges sur tout ce qui est unité d'enseignement pour les élèves polyhandicapés, et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision très importante sur la ligne adoptée en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap. Marché de télécommunications, est-ce que ce sont des contrats de droit privé ou des marchés publics et des contrats de droit public lorsque l'acheteur est une personne publique?
Eh ben, le bonheur des marchés publics, c'est simple comme un coup de fil, car le Conseil d'État nous confirme que si la commune a un abonnement, eh bien, l'exécution de cet abonnement donnera bien lieu à un contentieux administratif. En matière de migrants, il y a eu ces fameux arrêtés, enfin ce fameux arrêté du préfet limitant la distribution d'aliments aux migrants. Eh bien, tant le TA que le Conseil d'État ont refusé de censurer cet arrêté, mais non sans paradoxe en raison de l'inefficacité en fait de cet arrêté. 12. Soulagement, les organes délibérants locaux, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux, les petits problèmes sur le syndicat mixte, devraient pouvoir se réunir jusqu'au 1er avril 2021 sans public ou avec un public restreint, peut-être en visioconférence. Attendons le texte définitif de la loi ZAP sur ce point, mais ça a été acté dans son principe. 13. Vous l'avez suivi, l'été a été ponctué de différents feuilletons, dont un sur la question des ordonnances de l'article 38 de la Constitution une fois qu'on a passé les délais de transposition. Dans la Constitution, ces actes n'existent plus. Finalement, si, ils existent encore, mais ils sont assimilés à des lois. Oui, mais qui du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel va statuer là-dessus? On va dire que ce feuilleton s'est achevé avec une décision du Conseil d'État du 28 septembre 2020. Oui, contrôle devant le juge administratif, mais on remonte en QPC si on a des problématiques liées aux libertés rejustifiant une QPC. 14. Tout ce qui est déchets, eh bien, donne lieu à une expérimentation désormais des dispositifs de médiation en cas de différence des filières REP. Et puis, ça va être bientôt le dernier tour de piste pour les animaux de cirque, les delphinariums, les élevages de visons et des adaptations sur tout ce qui est parc zoologique. Restons avec ces questions de nature sur l'environnement. Et maintenant, concrètement, la préoccupation environnementale était au cœur des débats électoraux. L'État, de son côté, a annoncé sa feuille de route, décret d'avril dernier, et on a une inflation de textes, de lois ces dernières années. Il faut dire que biodiversité, GEMAPI, eau, assainissement, déchets, politique forestière, voirie, réensauvagement, éducation, commande publique, création de services ou d'espaces, pouvoir de police, zéro phyto, zéro artificialisation net, économie d'énergie, bâtiment, mobilité, zone à faible émission, restauration collective, pouvoir de police, n'en jetez plus. Les outils sont très nombreux dans la boîte à outils du territorial et notamment du juriste territorial. Si on dresse un inventaire d'exemples et d'actions, on se dit qu'il y a énormément de choses. Regardez. Mais si on se dit, tiens, mais finalement, il y a peut-être 3 types de grands rôles. La collectivité qui planifie, qui organise, celle qui sera vertueuse et qui aura une certaine exemplarité et qui agira, et celle qui sera actrice du changement. Sur toutes ces bases, discutons avec Yann Landau et Emmanuel Catio pour une interview. Yann, Emmanuel, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et première question. Alors Yann, d'abord tu identifies la collectivité planificatrice, organisatrice, c'est-à-dire? Les collectivités peuvent d'abord intervenir à travers leur planification. Les SRADET, les SCOT, les PLU, je citerai également les PCAET évidemment. Également, la collectivité a un rôle à jouer sur la sensibilisation de son territoire. Chaque acteur a des compétences spécifiques. Attention à bien intervenir dans son propre domaine de compétences, ou sinon d'aller chercher une complémentarité avec les autres acteurs publics. Et puis, regardons aussi un petit peu les CTE, les contrats de transition écologique, outils passionnants pour justement fédérer un territoire autour d'un projet environnemental. Oui, mais la collectivité vertueuse, de quoi parle-t-on? Alors évidemment, la commune a aussi un rôle d'exemplarité. Elle peut mettre en place, pour elle, ses propres besoins, des CEP, par exemple, des conseils en énergie partagée, ce qui permet de se doter de moyens humains pour faire des économies d'énergie à l'échelle de l'ensemble de la collectivité. On peut aussi, en cascade, réduire notre empreinte énergétique au niveau de la commune et montrer l'exemple en la matière, mais aussi réduire nos coûts. Et puis, il y a plein d'actions qu'on peut porter aussi. Par exemple, agir sur la pollution lumineuse de la collectivité. On peut également mettre en place des bonnes pratiques au sein de ses propres services, adapter les modes de travail, c'est encore plus vrai avec la crise sanitaire, mettre en place des politiques internes de tri, mise en place de services de mise en relation, de covoiturage, garage à vélo et ainsi de suite, aussi bien auprès de ses agents, mais qu'on peut aussi à terme ouvrir auprès de sa population. Et puis, évidemment, on peut jouer sur les leviers de la commande publique, bien réfléchir à sa commande publique, favoriser des pratiques vertueuses en la matière. Et la collectivité peut être aussi plus directement actrice du changement. Et bien entendu, la collectivité aussi peut être actrice du changement, et c'est-à-dire agir sur son territoire. Elle peut développer une stratégie d'alimentation durable, en s'appuyant notamment sur les mécanismes de la loi Egalim. Elle peut aussi, évidemment, avoir des stratégies d'aménagement, d'urbanisation, pour adapter son territoire
aux enjeux de la transition environnementale, et notamment explorer la question des zones à faible émission, des territoires étant obligés d'en mettre en place, mais d'autres pouvant aussi se saisir de cette préoccupation. Et puis, c'est toute la question des nouveaux développements, les liaisons douces, l'aménagement d'espace qui favorise les mobilités alternatives. Également, j'ai un rôle à porter au titre de la qualité des nouvelles mobilités. La collectivité peut être partie prenante de manière très interventionniste sur tout ce qui peut être énergie renouvelable sur le territoire, et notamment aussi les recharges des véhicules électriques, par exemple, ou demain hydrogène. Également, elle peut accompagner et aider à faire émerger des projets issus du secteur privé en les facilitant dès lors que ces projets ont également un aspect favorable sur l'empreinte environnementale. Et puis évidemment, la commune notamment, mais ça peut être aussi au niveau communautaire, peut intervenir sur des pouvoirs de police qui permettent aussi de faire respecter tout un ensemble de principes en la matière. Merci, mais passons maintenant à Emmanuel Cattiot, DGS, qui a travaillé beaucoup sur la mise en œuvre de tout ça. Et quelles sont justement, Emmanuel, les difficultés que tu as rencontrées pour la mise en œuvre de ces projets de développement durable? C'est la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne. Deux exemples. Le premier sur la création d'une production alimentaire locale pour alimenter la restauration collective. Il est important, de la terre à l'assiette, d'avoir formé, informé tous les professionnels, y compris ceux qui encadrent les enfants à la cantine. Sinon, c'est un vecteur d'échec. Et deuxième exemple, sur par exemple l'intégration d'une chaufferie bois dans un bâtiment collectif public, le fait de ne pas mobiliser dès le départ du projet les techniciens qui auront en charge le suivi du bâtiment pendant de nombreuses années, s'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt d'installer une chaufferie bois et de s'approvisionner sur une autre filière, c'est aussi un facteur d'échec. Tous les acteurs de la chaîne sont importants dans un projet de développement durable. Et du coup, ça te conduit à quel conseil pour piloter ces projets? Je vais être peut-être surprenant, mais je pense qu'il faut être directif sur un aspect. Aussi bien sur le plan politique, les élus et le groupe d'élus, que les cadres et les techniciens de la collectivité. Tout projet de développement durable implique de nombreuses délégations et de nombreux services. Ça veut dire très concrètement que pour piloter ce projet transversal, il faut qu'il soit piloté par le haut politiquement et par le haut administrativement. Ça veut dire que le seul chargé de mission sur le projet se heurtera à des murs d'incompréhension dans les services parce que ce ne sera pas forcément la priorité. Et le seul élu dans sa délégation au développement durable se heurtera aussi à d'autres priorités et du moment qui feront qu'il y aura beaucoup de frustration générée. Donc, deux obligations pour éviter cela. Le maire ou le président de la collectivité doit imposer un travail collégial des élus concernés et le directeur général des services doit imposer un travail collégial des cadres et agents concernés. Et quels sont les points de vigilance que tu soulignerais quant au travail du DGS et du juriste en ce domaine? Pour moi, l'un des points essentiels de vigilance, c'est la gestion des temporalités. Les projets de développement durable nécessitent de nombreux acteurs, des financeurs, des intervenants, des experts. Et la notion de calendrier de projet, la notion de pilotage de projet va générer aussi du travail juridique et administratif qu'il convient d'organiser dans le temps avec un recalage régulier. Ce sont des projets en général plutôt longs, complexes, qui nécessitent une vraie vision et un vrai pilotage administratif et financier au sein de la collectivité en interface avec tous les participants. Donc c'est vraiment le point de vigilance pour le DGS, le juriste, mais aussi le directeur financier. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Et merci à vous, au revoir. N'hésitez pas à vous abonner juste après. Et à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Au revoir.